glycocentrisme à la protection de l'organisme. Ça va de soi, hein, il faut protéger l'organisme. J'ai toujours dit qu'on a transformé le diabétique en morceau de sucre. Non, le diabète en morceau de sucre et le malade diabétique en goutte de sang. Ainsi donc, pour moi, même si le passé était salvateur, l'insuline a permis de sauver des vies. Elle a été à l'origine de 3 ou 4 prix Nobel. Mais si on persiste à rester dans le passé, pour moi, ça va être une illusion. Parce que le présent est très protéiforme, d'une complexité extrême. Mais ce qui est bien est que le futur est très prometteur. Puisque notre objectif actuellement, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Alors donc, je reviens à Einstein, apprendre hier, vivre pour aujourd'hui et espérer pour demain. Alors pour apprendre, l'apprentissage d'hier, pour moi, je vais vous parler de l'origine du diabète de type 2 et de ses complications. Ensuite, pour aujourd'hui, je l'espère, ailleurs évidemment, c'est déjà aujourd'hui le vivre. Qu'apportent les analogues de GLP-1 dans le traitement du diabète de type 2? Je pensais qu'il y avait un... Donc là, en fait, c'est ce que je viens de vous montrer, le passé, le présent et l'avenir. J'ai dit que le passé, c'est une illusion, elle était salvatrice, mais si on persiste dans le passé, dans cette même définition glycocentrique, ça va être une illusion. Le présent est très protéiforme, donc complexe, et le futur très prometteur, puisque notre objectif est d'arriver à l'amélioration de la qualité de vie de nos patients. Donc j'ai dit, mon plan, au fait, c'est pratiquement ce qu'a dit Einstein, apprendre d'hier, et je vais parler donc de l'origine du diabète de type 2 et ses complications, vivre aujourd'hui, qu'apportent les analogues de GLP-1 dans le traitement du diabète de type 2, enfin, espérer pour demain, c'est les doubles agonistes, GIP et GLP-1, et juste un petit mot sur les triples agonistes. Alors, concernant l'origine du diabète de type 2 et ses complications, quand on voit l'origine au fait du diabète, 60% des diabétiques de type 2 ont une prédisposition familiale à faire le diabète. Donc on est prédisposé quelque part à faire le diabète, mais ce n'est pas suffisant. Un environnement hostile, par un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques, fait que le malade va développer une adiposité pathologique. Mais celle-ci, si je dis adiposité, c'est juste pour dire, pathologique, c'est pour dire que ce ne sont pas tous les obèses qui sont pathologiques. Il y a des obèses maladies, obésité maladie, obésité non maladie. Donc l'obésité maladie, notamment l'obésité androïde, va être à l'origine d'un dérèglement hormonal, d'une insulinorésistance, mais d'une inflammation également infraclinique, et qui va être à l'origine de complications cardiovasculaires. Et ou du diabète. Donc on peut faire des complications cardiovasculaires sans diabète, ou un diabète, souvent avec des complications cardiovasculaires. Donc, mais quand on intervient en bas. En fait, nous traitons le diabète sucré, qui est en réalité une complication. Ce matin, quand on a fait l'atelier, j'avais comparé ça à une angine avec de la fièvre. Mais on peut dire également fièvre typhoïde. C'est comme si le malade se présente pour une fièvre typhoïde, au lieu de traiter la typhoïde, je vais traiter la fièvre. Non, l'hyperglycémie, c'est la fièvre, mais la maladie, c'est autre chose. Et la fièvre typhoïde, elle peut se compliquer de cholécystite, et le malade va mourir si je me concentre uniquement sur la fièvre. La même chose. Et donc, on avait quoi comme traitement? De l'insuline, les sulfamides, des biguanides. L'objectif étant de normaliser uniquement la glycémie. Et ce traitement, j'ai dit qu'il était salvateur. L'objectif du traitement hypoglycémio, c'est d'éviter l'hyperglycémie et donc souvent les complications aiguës. Ensuite, il y a eu l'avènement des analogues de GLP-1 et des SGLT2 inhibiteurs. L'objectif n'était pas glycocentrique, mais la protection des organes, notamment du cœur et du rein. Mais si on intervenait en amont, avant le syndrome métabolique, oui, pas en modifiant le gène, mais la chirurgie bariatrique, réduction de... Est-ce que vous savez que la chirurgie bariatrique peut provoquer une rémission dans 75% de diabète? Vous voyez donc c'est possible. Mais sauf que la chirurgie bariatrique n'est pas du tout physiologique. Est-ce que la chirurgie bariatrique est physiologique? Non. Mais par contre, des médicaments de plus en plus puissants
peuvent, notamment les analogues, qu'on appelle déjà, les doubles agonistes, GIP, GLP1, et maintenant les triples agonistes peuvent avoir exactement le même effet que la chirurgie bariatrique. Donc on va éviter avec ça le diabète, le syndrome métabolique et les complications cardiovasculaires. Le traitement, les effets des antidiabétiques actuels. Malheureusement, nous n'avons que l'insuline, les sulfamides et les biguanides. Regardez, c'est tout ce que nous avons en Algérie. Insuline, sulfamide, biguanide. L'insuline et les sulfamides sont les hypoglycémions vrais. Avec l'insuline, je peux vous avoir 0 glycémie, ça va? Je peux baisser la glycémie comme je veux. Mais est-ce qu'à la longue, il y a une efficacité? Pas du tout. Avec l'insuline. C'est juste un traitement de la fièvre, traitement de l'hyperglycémie, mais pas traitement de fond. Donc, le problème est que et les sulfamides et l'insuline, même si j'obtiens un bon équilibre glycémique, mais au prix fort d'hypoglycémie et de prise pondérale. Mais ensuite, pour quel objectif? Est-ce qu'il y a une protection du rein? Non. Est-ce qu'il y a une protection du cœur? Non. Est-ce qu'il y a une protection contre l'insuffisance cardiaque? Non. Les biguanides, on aime bien la metformine. Elle ne coûte pas cher. Est-ce qu'il provoque une hypoglycémie? Non. Est-ce qu'il y a une prise pondérale? Non. Est-ce qu'il protège le rein? Non. Est-ce qu'il protège contre l'insuffisance cardiaque? Non. Est-ce qu'il protège contre les événements cardiovasculaires? Possible, à long terme. C'est pour ça qu'on l'adore. Mais les traitements actuels, c'est les analogues de GLP et SGLT2 inhibiteurs. Est-ce qu'ils normalisent la glycémie? Oui. Est-ce qu'ils provoquent des hypoglycémies? Non. Est-ce qu'ils prise pondérale? C'est l'inverse. Au contraire, il y a une perte pondérale. Est-ce qu'ils protègent le rein? Oui, notamment pour les SGLT2 inhibiteurs. Est-ce qu'ils protègent l'insuffisance cardiaque SGLT2 inhibiteurs? Est-ce qu'ils protègent contre les événements cardiovasculaires? Oui, pour les deux, notamment les analogues de GLP1. Donc, si j'ai à choisir, le choix est vite fait. Et c'est pour ça, ensuite, je pense que c'est la plaque que tout le monde, mes confrères généralistes, doivent garder à l'esprit. Actuellement, les bases modernes du traitement antidiabétique reposent sur un trépied. En plus, évidemment, du régime, etc., de l'activité physique, vous avez la metformine, les SGLT2 inhibiteurs, les analogues de GLP1. Les trois. Metformine, obligatoirement. Ensuite, SGLT2 inhibiteurs et analogues de GLP1. Et qu'est-ce qui va nous faire décider du choix? Eh bien, c'est la présence ou pas de l'atteinte rénale, de maladie rénale chronique, de l'insuffisance cardiaque ou les préludes de l'insuffisance cardiaque, des événements cardiovasculaires ou un risque élevé d'événements cardiovasculaires et également de l'obésité. Voilà un petit peu les trois médicaments qui doivent tourner dans toutes les ordonnances du diabétique de type 2. Et quand est-ce qu'on va mettre de l'insuline? Ben, l'insuline, l'objectif, c'est le traitement symptomatique. De la fièvre, quand il y a de la fièvre. Et la fièvre, c'est quoi? Quand il y a une hyperglycémie persistante, quand elle dépasse les 9. 9, parce qu'on n'a pas envie que le malade convulse de la fièvre. Et là, on n'a pas envie, évidemment, qu'il fasse également une hyperosmolaire, une hyperglycémie hyperosmolaire, une cétose. À ce moment-là, on peut mettre une basale. Mais attention, j'ai dit ce matin également aux gens qui ont assisté à l'insulinothérapie dans le diabète de type 2 n'est jamais définitive. Il faut savoir faire marche arrière et voir un petit peu, et changer le traitement. Donc, insulinothérapie transitoire avec la basale, ensuite arrêt, on reprend le traitement. Sinon, quand il y a réellement indication de l'insuline, il est préférable d'associer l'insuline dans le même stylo, évidemment. C'est une association insuline-basale, analogue de GLP1. Qu'apportent les analogues de GLP1 dans le traitement du diabète? Alors, il faut savoir que dans le diabète de type 2, il y a un déficit en incrétine. Il y a un déficit en GLP1. Et ce déficit en GLP1 va avoir comme conséquence directe une hyperglycémie, une glycotoxicité. Et c'est cette glycotoxicité qui va être à l'origine de la diminution, en fait, de l'apoptose des cellules bêta pancréatiques, mais également la disparition ou la diminution des récepteurs de l'autre incrétine GIP. Et c'est pour cela, au fait, qu'initialement, les chercheurs avaient favorisé les analogues de GLP1 et pas du tout du GIP. Parce que le GIP, on avait dit que les récepteurs il n'y avait pas de récepteurs. Pourquoi fabriquer un médicament dont les récepteurs sont malades? Sauf qu'on s'est rendu compte qu'après la normalisation de la glycémie, il y a repousse de ces récepteurs, d'où l'association possible. Et voilà donc, analogue de GLP1, un médicament intelligent. C'est un médicament intelligent,
Parce qu'en fait, il n'agit que quand la glycémie est élevée. Quand la glycémie n'est pas élevée, il ne va pas agir, contrairement à l'insuline ou au sulfamide. Ils sont bêtes et disciplinés. Hypoglycémie, quelle que soit la situation. Non. Les analogues de GLP-1, ils agissent au niveau du cerveau, au niveau du pancréas et quoi encore, au niveau de l'estomac. Au niveau de l'estomac, ils ralentissent la vidange gastrique. Ah, ça veut dire qu'ils vont agir sur la glycémie postprandiale. Et ils diminuent également, ils augmentent la satiété, la glycémie postprandiale. Et ils augmentent la glycémie en diminuant le le glucagon. Ça veut dire qu'ils agissent sur la glycémie à jeun. Voilà un médicament miracle, intelligent, qui n'agit contre la glycémie élevée, et il agit sur les deux composantes, glycémie à jeun et glycémie postprandiale. Et pas de prise pondérale, pas d'hypoglycémie. Je suis preneur. Voilà la liste des analogues de GLP-1 à gauche. Complètement à gauche, l'Ixi et l'Exa, c'est des médicaments d'action rapide. Il y a d'autres, de même également que l'iraglutide. Les autres, semaglutide, dulaglutide, c'est des actions retardées, une fois par semaine, une injection par semaine. Les autres, c'est une injection par jour. Moi, j'ai eu l'occasion et la chance d'avoir participé à l'étude Sustain de semaglutide. Donc, c'est un médicament qu'on a utilisé 6 ans durant à Tizi Ouzou, et pour l'étude Sustain et pour l'étude Pioneer. L'étude Sustain injectable, l'étude Pioneer comprimée. Et de la glutide que j'utilise de plus en plus, une injection par semaine. Alors, ça, c'est les médicaments rapides et longs. Et voici donc les stylos également de ces médicaments. Il est extrêmement important également de s'intéresser en plus aux produits, mais également au stylo. Parce que si le stylo est défaillant, je peux vous garantir que votre molécule, vous pouvez la jeter. D'ailleurs, le stylo coûte plus cher que le produit lui-même. Le stylo coûte excessivement cher. Et là, j'ai montré ce matin un stylo de tirzipatide. Tirzipatide également, c'est une association de GIP et de GLP-1 qu'on a également utilisé à Tizi Ouzou. Je peux vous assurer que les résultats ça change la vie. Alors, qu'est-ce qu'on attend des analogues de GLP-1? N'oubliez pas, parce qu'on j'ai assisté à énormément de communication et on met l'obésité au premier plan. Non. Chez le diabétique, ce que nous attendons du GLP-1, c'est normaliser la glycémie avec une sécurité, sans hypo, sans prise pondérale. Que font ces analogues de GLP-1? Tous, sans exception, j'ai dit bien tous, que ceux qui ont une action rapide ou lente, ils réduisent l'hémoglobine glyquée. Elle est là, l'hémoglobine glyquée, c'est au centre, hémoglobine glyquée réduite. Voilà, hémoglobine glyquée réduite avec tous les analogues de GLP-1. Courte durée d'action, longue durée d'action. Et là, c'est de la glutide et ça, c'est ma glutide. Une fois par semaine. Et ça, c'est l'iraglutide une fois par jour. Donc, ils réduisent l'hémoglobine glyquée. Est-ce qu'il y a une hypoglycémie? Non. Sauf si le malade reçoit de l'insuline ou un sulfamide. Donc, l'association, évidemment, exagère obligatoirement les signes d'hypoglycémie. Est-ce qu'il diminue? Est-ce qu'il y a une prise pondérale? Pas du tout avec ces médicaments. Au contraire, il y a une perte pondérale plus importante avec semaglutide qu'avec l'iraglutide et l'iraglutide. Mais ça, c'est l'essentiel qu'il n'y ait pas de prise pondérale. Donc, le traitement symptomatique, je l'ai eu. Normaliser la glycémie. Mais de vous à moi, est-ce que c'est ça l'effet réellement recherché? Oui, le malade a une hémoglobine glyquée parfaite, sauf qu'il est décédé d'événements cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale. J'ai toujours dit qu'il y a Azraïl qui va être content. Il va nous féliciter. Vous venez de nous envoyer un malade, un bon équilibre glycémique. Mais il va décéder. Non. Donc, micro. Donc, en fait, l'objectif ultime, ce n'est pas la normalisation de la glycémie, mais éviter les complications cardiovasculaires et rénales. Et c'est une première. Aucun antidiabétique n'a réussi à réduire les événements cardiovasculaires. Jamais. Les antihypertenseurs, oui, mais pas les statines, oui, mais pas les antidiabétiques. Jamais. C'est une première. Et donc, les analogues de GLP-1 réduisent les MACE, les événements cardiovasculaires majeurs. Tous. Alors, mais attention, il faut être très observateur. Dans les critères d'inclusion, notamment pour semaglutide, liraglutide,
c'était des malades à haut risque cardiovasculaire et la plupart de ces malades avaient eu un événement cardiovasculaire. Ça sous-entend que s'il y a réduction des MACE, c'est dans la prévention secondaire. Par contre, avec dulaglutide, 70% de ces malades n'avaient pas d'événement cardiovasculaire, mais étaient à haut risque cardiovasculaire, c'était même à faible risque cardiovasculaire. Ça sous-entend que c'est des malades, il a un intérêt en prévention primaire. Vous voyez donc, je peux utiliser l'iraglutide, semaglutide dans certaines indications et dulaglutide dans d'autres indications. Et je vais vous expliquer le pourquoi de cette arrière-pensée. J'ai une arrière-pensée. Donc regardez, 31% uniquement avaient des événements cardiovasculaires dans l'étude Rowand de dulaglutide. AVC, réduction de l'AVC. Mis à part les antihypertenseurs, tous les antihypertenseurs, par la baisse de la pression artérielle, réduisent l'AVC. Donnez-moi toutes les études concernant le diabète. Aucun antidiabétique également n'a pu réduire les événements, l'AVC, sauf ces médicaments. L'étude Sustain, et donc semaglutide et dulaglutide, ils ont réduit l'AVC. Et ensuite, protection rénale, les deux également, et dulaglutide et semaglutide. Je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur. C'est un patient que nous avons reçu à peu près quelques mois. 60 ans, il est venu d'Alger, BMI 27,7. Je vais vous dire pourquoi il est venu. Tour de taille 104. Donc il avait une obésité androïde. En fait, c'était un traitement glycocentrique, diabétique depuis 15 ans, hypertendue depuis 10 ans, et jamais d'événement cardiovasculaire. Mais c'est un malade à haut risque. Il avait une créate à 24, avec un DFG, un débit de filtration glomérulaire estimé à 28. Un RAC à 9,45. Il était sous metformine, donc son médecin traitant a réduit la metformine, parce qu'il avait peur, donc insuffisance rénale. Glargine, il a maintenu, et un sartan à 300, il a mis de furosémide, comme dirait notre ami un diurétique de droite, l'hypontyle, parce qu'il avait des triglycérides élevés, et de l'aspirine. En fait, le malade, en regardant ça, c'était un malade qui était, on attendait, on met un traitement, il faut équilibrer bien sa tension, c'est ça, équilibrer sa glycémie, équilibrer sa tension. Ensuite, on attend à ce que le malade fasse un événement cardiovasculaire ou une insuffisance terminale pour atterrir chez notre ami. Alors, bilan, hémoglobine à 8,8, hémoglobine glyquée. Cholestérol au plafond, HDL bas, triglycérides au plafond, anémie normochrome normocytaire, insuffisance rénale. Et quand on le classe, il est à G4A2. Ça veut dire qu'il est déjà... il faut le préparer pour la dialyse. Donc, de toute façon, son traitement, c'était un traitement préparant ce malade à la dialyse. Et sur le plan cardiovasculaire, c'était un malade à très haut risque cardiovasculaire. Qu'est-ce que nous avons fait chez ce patient? Il a aimé. Évidemment, là, la clearance ne nous permettait pas de garder la metformine, on l'avait arrêté. On a arrêté l'hypontyle, on a arrêté le furosémide, on a mis une association ARA2 inhibiteur calcique, c'est ce que l'avait dit ce matin notre ami. On a mis une statine et on a mis une SGLT2 inhibiteur, la DAPA, et du dulaglutide, une injection par semaine. Et en fait, c'est ce qui était préconisé par les sociétés savantes. Et c'était logique. Mais ce qui nous a un petit peu... Je vous assure que quand j'ai revu ce malade, Dr Abeken est là, je l'avais embrassé. Embrassé, en fait, c'est les bras. Hein. Je l'avais enlacé, quoi, mais embrassé. Je l'avais embrassé. Ça n'a rien à voir avec les bisous. Hein. Bras, embrassé. Tahiyat. Hémoglobine glyquée, elle passe de 8,8 à 6,6. Diminution de 2,2%. Le DFG, il va être content, il passe de 28 à 54. Et l'hémoglobine passe de 11 à 13,4. Là, on a rajouté de la metformine. Et regardez donc, il passe de G4 à 2 à C3 à 2. Le malade est aux anges. Et donc voilà, ça c'est une courbe classique de nos amis néphrologues, une régression progressive, une progression naturelle au fait de déficit ou de l'insuffisance rénale. Avec ce médicament, hop, on a changé un petit peu l'évolution. C'est ces médicaments qui changent l'évolution de la maladie. Analogue GLP1 et GLT2 inhibiteur.
les doubles agonistes pour demain. En fait, demain pour nous. Ou peut-être même après-demain. Parce qu'ailleurs, demain, c'est aujourd'hui. Voilà. Les analogues de GLP1, on a rajouté maintenant un analogue du GIP. Et vous allez voir que c'est extraordinaire. C'est une complémentarité d'action. Une complémentarité d'action. Toujours pour éviter les hypoglycémies, perte pondérale plus exagérée et une normalisation de la glycémie. C'est tout bénef. Et vous savez pourquoi? Le syndrome métabolique ou le syndrome X, hein, c'est défini par quoi? Une obésité androïde, une hypertension artérielle, triglycérides élevés, HDL bas, hyperglycémie. Eh bien, les incrétines font exactement l'inverse. Et donc, ils font perdre du poids, ils provoquent une diminution de la glycémie, ils provoquent une augmentation du HDL et une diminution du triglycéride. C'est exactement l'effet inverse. Moi, je ne les appelle plus antidiabétiques, mais des anti-syndromes métaboliques. C'est le traitement de fond de la fièvre typhoïde. Pas de la fièvre, mais de la typhoïde. Et donc, on peut s'attendre, au fait, à une amélioration sur le plan cardiovasculaire et sur le plan rénal. Terzipatide, c'est le premier double analogue, GLP1 et GIP. Et le programme, regardez, en termes de glycémie, en le comparant au placebo, il baisse l'hémoglobine glyquée de presque plus de 1,5%. En le comparant à du laglutide, la même chose, presque 2, de laglutide il est là. En le comparant à sémaglutide, regardez, il est presque à 2,5 d'hémoglobine à forte dose, à dose complète. Et sémaglutide. En le comparant aux insulines, Degludec, deuxième génération. Oh non, il fait mieux. Hein. Degludec, elle est là. Et le tirzipatide, il est là. Et en le comparant à glargine, la même chose, hein, aux insulines. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, l'insuline, on est toujours bridé par l'hypoglycémie. À un certain moment, je ne peux pas augmenter la dose parce que je suis freiné par l'hypoglycémie. Mais avec ces médicaments, non. Et la prise pondérale, non. Au contraire, il y a une perte pondérale, ici, perte pondérale par rapport au placebo, par rapport à de l'aglutide, par rapport au sémaglutide. Alors là, quand il y a l'insuline, c'est au contraire, il y a une prise pondérale. Tension artérielle. Oui, il y a une baisse de la tension artérielle. Triglycérides, il y a une baisse du triglycéride, il y a une baisse du cholestérol total, il y a une augmentation du HDL, diminution du LDL, diminution du VLDL. C'est l'équivalent d'une statine, d'antihypertenseur, d'antidiabétique, d'anti-tout. Ensuite, on a complété. Là, on s'est intéressé uniquement aux diabétiques. On s'est dit peut-être que chez l'obèse. Et chez l'obèse, c'était la surprise. Chez l'obèse, c'était la surprise. Une perte pondérale jamais vue avec n'importe quel médicament. Jamais vue. Regardez, jusqu'à 21%, en moyenne s'il vous plaît, ça c'est la moyenne, 21% de la perte pondérale. Et regardez les courbes ensuite. Et il y a évidemment, j'ai assisté à l'ESD dernièrement, et il y a une suite de cette étude, il y a persistance de cette perte pondérale. La dernière nouveauté, maintenant, la nouveauté de la nouveauté, c'est un triple agoniste, retenez ce nom s'il vous plaît, retatrulide. Retatrulide. Sauf que maintenant, on ne l'a pas utilisé chez le diabétique, on l'a utilisé chez les obèses. Et là, il a dépassé tirzipatide. Il a dépassé tirzipatide. Une perte pondérale jusqu'à moins 24. Pas 21, mais 24. Et regardez ensuite à droite. Plus de 5%. 100% des malades vont perdre 5% de leur poids. 90% des malades ont perdu 10% de leur poids. Combien ici? Je ne vois pas bien. Elle vous fait. Et là, 25%, un quart de ces malades ont perdu 30% de leur poids. Donc, j'ai plus besoin de la chirurgie bariatrique. Ce qui est bien maintenant, on a gagné sur le poids, parce qu'en fait, les États-Unis d'Amérique leur posent énormément de problèmes. Il y a deux communications qui ont été présentées à la date 2023. Une, c'est en phase 2, en fait, chez le diabétique, équilibre glycémique parfait, sans prise pondérale, sans hypoglycémie.
Et une autre, c'est une sous-étude de cette étude sur l'obésité, la NASH. Normalisation du bilan hépatique et disparition du foie brillant. Je termine par cette citation d'Einstein. Gardez déjà à l'esprit terzipatide et erythritolite. Ça, c'est les nouveautés. Einstein disait, comment mesurer l'intelligence d'un peuple? Comment mesurer l'intelligence d'un peuple? C'est sa capacité à changer. Si on ne change pas, ça va arriver. Donc, c'est sa capacité à changer. C'est ça l'unité de mesure. La leçon à retenir, ou les leçons à retenir. Au-delà du contrôle glycémique, la protection cardiovasculaire et rénale est le but ultime. Les gens ne doivent jamais l'oublier. Les nouvelles molécules SGLT2 inhibiteurs, les analogues de GLP1, et dans un futur proche, je l'espère, GIP et GLP1 sont dans ce cas très séduisantes. Pour moi, cette communication est une plaidoirie pour la diversification des médicaments. Je ne sais pas s'il y a des responsables ici, dans la salle. Sinon, il est comme le balai. Transmettez ça, ce que je vais dire, aux décideurs. La diversification des médicaments antidiabétiques en favorisant les médicaments protecteurs d'organes, avec deux conditions quand même. L'utilisation rationnelle de ces médicaments et surtout éviter les conflits d'intérêts. Et merci.